Salut mes chers auditeurs, soyez les bienvenus pour une nouvelle histoire incroyable ici sur notre chaîne. Aujourd'hui, je vous apporte un récit qui va profondément toucher le cœur de chacun d'entre vous. Imaginez cette situation, un homme puissant, héritier d'un empire, sur le point d'épouser par convenance une socialite parisienne. Mais il y a quelqu'un qu'il aime en secret depuis des années, quelqu'un qui travaille dans sa propre maison, qu'il observe tous les jours, mais à qui il n'a jamais eu le courage de se déclarer à cause des différences sociales. Et quand cette personne qu'il aime commence à souffrir entre les mains de sa propre fiancée, eh bien disons que certaines décisions peuvent tout changer en quelques secondes. Vous allez découvrir ce qui se passe quand l'amour véritable rencontre le courage, quand quelqu'un décide qu'il ne va plus accepter de voir la personne qu'il aime être maltraitée, et comment une simple cérémonie de mariage peut se transformer en le moment le plus émouvant et courageux de la vie d'une personne. Merci beaucoup d'être là avec moi une fois de plus, pour tous vos commentaires affectueux, pour partager nos histoires avec les personnes que vous aimez. Si vous ne faites pas encore partie de notre famille, cliquez sur le bouton s'abonner dès maintenant pour ne manquer aucune des prochaines histoires qui arrivent. Et dites-moi dans les commentaires, d'où nous écoutez-vous en ce moment précis? Êtes-vous chez vous en train de vous détendre après une longue journée, au bureau en profitant d'une pause, ou peut-être en promenade quelque part en écoutant notre histoire? Alors installez-vous bien confortablement, car notre histoire commence maintenant, et je vous garantis que vous n'arriverez pas à arrêter d'écouter jusqu'à la fin. Sophie Dubois se réveilla comme toujours à 5h30 du matin, quand le soleil ne s'était pas encore complètement levé sur Paris. À 24 ans, elle avait une routine aussi précise qu'une horloge suisse, développée au cours des 3 années où elle travaillait comme employée de maison dans l'imposante demeure de la famille Moreau. Ses pas silencieux dans les couloirs de marbre étaient presque imperceptibles, une habitude qu'elle avait acquise pour ne déranger personne dans cette grande maison où chaque détail comptait. Sophie avait appris très tôt que sa discrétion était l'une de ses plus grandes qualités, et c'était exactement ce qui lui avait permis de garder ce travail qui était devenu bien plus qu'un simple emploi pour elle. La jeune femme commença sa journée en préparant le café dans la cuisine spacieuse, aux finitions impeccables. Ses cheveux châtains étaient toujours soigneusement attachés en chignon, et son uniforme simple mais propre reflétait sa personnalité, modeste, travailleuse, et d'une honnêteté qui transparaissait dans chacun de ses gestes. Pendant qu'elle disposait les tasses en porcelaine fine sur le plateau d'argent, Sophie ne pouvait s'empêcher de penser à quel point sa vie avait changé depuis qu'elle était arrivée ici. Orpheline depuis l'âge de 18 ans, après avoir perdu ses parents dans un accident de voiture, elle avait dû apprendre très vite à se débrouiller seule dans un monde qui n'était pas toujours tendre avec les gens comme elle. Cette maison était devenue son refuge, et la famille Moreau l'avait accueillie avec une gentillesse qu'elle n'avait jamais osé espérer. Monsieur Henri Moreau, le patriarche de la famille, était un homme d'affaires respecté qui avait bâti un empire dans l'industrie textile. Malgré sa richesse et son influence, il avait toujours traité Sophie avec respect et considération. Madame Marie Moreau, son épouse, était une femme élégante et chaleureuse qui n'hésitait jamais à demander des nouvelles de Sophie, à s'assurer qu'elle se sentait bien dans leur maison. Mais c'était Alexandre, leur fils unique, qui rendait parfois le travail de Sophie compliqué. Pas parce qu'il était difficile ou exigeant, bien au contraire. Alexandre Moreau, à 32 ans, était l'héritier de l'empire familial, un homme intelligent, cultivé, et d'une beauté qui faisait tourner la tête de toutes les femmes de la haute société parisienne. Le problème, c'est que Sophie avait remarqué la façon dont il la regardait parfois. Ces moments fugaces où leurs yeux se croisaient et où elle sentait quelque chose d'indéfinissable passer entre eux. Sophie monta l'escalier en colimaçon avec le plateau du petit déjeuner, ses pas mesurés résonnant légèrement sur le marbre poli. Elle frappa doucement à la porte du bureau de Monsieur Henri, où il avait l'habitude de commencer ses journées en lisant les journaux financiers. « Entrez », dit la voix grave et bienveillante du patriarche. Sophie poussa la porte et entra avec son sourire discret habituel. « Bonjour, Monsieur Moreau, voici votre café comme vous l'aimez », dit-elle en posant délicatement le plateau sur le bureau en acajou massif. Henri leva les yeux de ses journaux et lui sourit chaleureusement. « Merci, Sophie, vous êtes toujours si attentionnée. Comment allez-vous ce matin ?» Cette simple question posée avec une sincérité évidente réchauffait toujours le cœur de Sophie. Dans son ancienne vie, avant la mort de ses parents, elle n'aurait jamais imaginé qu'un homme de cette position sociale puisse s'intéresser sincèrement à son bien-être. En redescendant vers la cuisine, Sophie croisa Alexandre dans le couloir. Il était déjà habillé de son costume sombre impeccablement taillé, ses cheveux bruns parfaitement coiffés, prêt à partir pour une autre journée
au siège de l'entreprise familiale. « Bonjour Sophie », dit-il avec cette voix grave qui lui donnait toujours des frissons qu'elle s'efforçait d'ignorer. « Bonjour monsieur Alexandre », répondit-elle en baissant légèrement les yeux, comme elle le faisait toujours par respect, mais aussi pour éviter ce regard intense qu'il posait parfois sur elle. Il y eut un moment de silence, l'un de ces moments étranges qui semblaient s'étirer plus longtemps que nécessaire. « J'espère que vous avez bien dormi », ajouta-t-il, et Sophie sentit une chaleur inexplicable monter dans ses joues. « Très bien, merci, monsieur », répondit-elle rapidement, avant de s'éloigner vers la cuisine, le cœur battant un peu plus vite qu'elle ne l'aurait voulu. Ce qui troublait Sophie, c'est qu'Alexandre n'était pas comme les autres hommes riches qu'elle avait pu croiser dans d'autres maisons où elle avait travaillé avant d'arriver chez les Moreau. Il ne la regardait jamais de haut, ne lui parlait jamais avec condescendance. Au contraire, il y avait dans ses yeux une douceur, une attention particulière qui la mettait mal à l'aise parce qu'elle ne savait pas comment l'interpréter. Plusieurs fois, elle l'avait surpris en train de l'observer pendant qu'elle travaillait, et quand leurs regards se croisaient, il détournait rapidement les yeux avec ce qui ressemblait presque à de la timidité. Cette pensée lui paraissait ridicule. Comment un homme comme Alexandre Moreau, habitué à fréquenter l'élite parisienne, pourrait-il être timide avec une simple employée de maison comme elle? Le reste de la matinée passa rapidement entre le ménage des chambres, la préparation du déjeuner et l'organisation des affaires de la famille. Sophie avait développé au fil des années une efficacité remarquable, anticipant les besoins de chacun avant même qu'il les exprime. Madame Marie descendit vers 10 heures, élégante dans sa robe de soie bleue, ses cheveux argentés parfaitement coiffés. « Ma chère Sophie, » dit-elle avec son sourire maternel, « j'ai invité quelques amis pour le thé cet après-midi. Pourriez-vous préparer vos délicieux petits fours aux framboises ?» Sophie sourit, touchée par le compliment. « Bien sûr, Madame Moreau, ce sera prêt pour 15 heures. » Marie lui posa une main affectueuse sur l'épaule. « Vous savez que vous faites partie de notre famille, n'est-ce pas, Sophie? Cette maison ne serait plus la même sans vous. » Ces mots réchauffèrent le cœur de Sophie d'une façon qu'elle n'arrivait pas toujours à exprimer. Après avoir grandi dans une famille aimante, qu'elle avait perdue trop tôt, retrouver cette chaleur humaine chez les Moreau était un cadeau qu'elle chérissait chaque jour. L'après-midi arriva avec son lot d'activités. Pendant que Sophie préparait méticuleusement les petits fours dans la cuisine, elle entendit la voix d'Alexandre, qui revenait plus tôt que d'habitude du bureau. Elle jeta un coup d'œil discret par la fenêtre et le vit dans le jardin, au téléphone, l'air préoccupé. Il parlait avec animation, gesticulant légèrement, ce qui était inhabituel pour lui, qui était toujours si maître de lui-même. Sophie se demanda ce qui pouvait le troubler ainsi, puis se reprit rapidement. Ce n'était pas ses affaires, et elle devait se concentrer sur son travail. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter pour lui, ce qui la troublait encore plus. Comment une simple employée comme elle pouvait-elle se permettre de s'inquiéter pour l'héritier de la famille Moreau? Cette pensée la fit rougir de honte, et elle se replongea dans la préparation de ses pâtisseries avec une concentration redoublée. Alexandre Moreau raccrocha son téléphone et resta immobile dans le jardin familial, observant les roses que sa mère entretenait avec tant d'amour. Cette conversation avec son père venait de confirmer ce qu'il redoutait depuis des mois. Son mariage avec Céleste Lambert était définitivement prévu pour le mois suivant. Un mariage d'affaires, une fusion entre deux empires industriels, une alliance qui renforcerait la position des deux familles dans l'économie française. Tout était parfaitement logique sur le papier, mais son cœur se rebellait contre cette décision qu'il avait pourtant acceptée par devoir familial. Car depuis 3 ans, depuis le jour où Sophie était entrée dans leur maison, Alexandre savait qu'il ne pourrait jamais aimer une autre femme qu'elle. Il se souvenait parfaitement de ce premier jour, quand sa mère avait fait entrer cette jeune femme timide dans le salon pour la présenter à la famille. Sophie portait une robe simple mais propre. Ses cheveux étaient attachés de façon modeste, et dans ses yeux verts, Alexandre avait vu une tristesse profonde, mêlée à une détermination farouche. Marie avait expliqué que Sophie venait de perdre ses parents et qu'elle cherchait du travail pour subvenir à ses besoins. « Elle n'a personne au monde », avait dit sa mère avec cette compassion qui la caractérisait. « Nous pouvons l'aider tout en ayant quelqu'un de confiance pour s'occuper de la maison. » Alexandre avait immédiatement accepté, touché par la vulnérabilité qu'il percevait chez cette jeune femme, mais aussi par quelque chose d'autre qu'il n'arrivait pas encore à définir. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ce quelque chose d'autre allait grandir jour après jour jusqu'à devenir l'amour le plus profond qu'il ait jamais ressenti. Les premiers mois avaient été un mélange de fascination et de torture pour Alexandre. Il découvrait Sophie petit à petit, observant sa gentillesse naturelle,
sa façon de prendre soin de chaque détail de leur maison, comme si c'était la sienne, son sourire discret mais sincère quand elle parlait avec ses parents. Elle avait une façon unique de voir le monde, une simplicité qui contrastait avec l'artifice de la haute société dans laquelle il évoluait. Quand elle préparait le petit déjeuner, elle fredonnait parfois de vieilles chansons françaises que sa mère lui avait apprises, et Alexandre descendait souvent plus tôt que nécessaire, juste pour l'entendre. Un matin, il l'avait trouvée en larmes dans la cuisine, tenant une photo de ses parents. Sans réfléchir, il s'était approché et lui avait tendu un mouchoir. « Il vous manque beaucoup », avait-il dit doucement. Sophie avait levé vers lui des yeux rougis et avait murmuré « Chaque jour, monsieur Alexandre, chaque jour ». Dans ce moment de vulnérabilité partagée, Alexandre avait su qu'il était en train de tomber amoureux d'elle. Au fil des mois, Alexandre avait multiplié les prétextes pour passer du temps près de Sophie. Il inventait des questions sur l'organisation de la maison, demandait son avis sur des détails décoratifs, trouvait toujours une raison de prolonger leur conversation. Il avait découvert qu'elle était bien plus cultivée qu'elle ne le laissait paraître. Un soir, il l'avait trouvée dans la bibliothèque, absorbée dans la lecture d'un roman de Flaubert. « Vous aimez la littérature classique ?» avait-il demandé surpris. Sophie avait rougi et avait voulu remettre le livre à sa place. « Pardonnez-moi, je ne voulais pas », avait-elle commencé. « Non, s'il vous plaît », l'avait interrompu Alexandre. « Dites-moi ce que vous en pensez. » Ils avaient repassé une heure à discuter de littérature, et Alexandre avait été ébloui par l'intelligence et la sensibilité de Sophie. Cette nuit-là, il avait su qu'il était définitivement et irrémédiablement amoureux d'elle. Mais Alexandre savait aussi que son amour était impossible. La différence sociale entre eux était un gouffre que la société française ne pardonnait pas facilement. Il était l'héritier d'un empire. Elle était une employée orpheline, sans fortune. Ses parents, malgré leur gentillesse envers Sophie, ne comprendraient jamais qu'il puisse envisager quelque chose de sérieux avec elle. Et puis il y avait la pression familiale constante concernant son mariage. Depuis qu'il avait 30 ans, ses parents lui rappelaient régulièrement qu'il était temps de se marier et d'assurer la descendance familiale. Céleste Lambert était le choix parfait selon tous les critères de leur milieu. Belle, éduquée, de bonne famille, avec une dot considérable. Le mariage avec elle renforcerait les affaires familiales et satisferait toutes les attentes sociales. Alexandre avait fini par accepter cette union, se résignant à enterrer ses sentiments pour Sophie et à faire son devoir envers sa famille. Plusieurs fois, Alexandre avait été sur le point de se déclarer à Sophie. Il y avait eu ce soir de printemps où il s'était retrouvé seul sur la terrasse, elle arrosant les plantes de sa mère, lui prétendument en train de lire. Le soleil couchant illuminait son visage d'une lumière dorée, et quand elle avait levé les yeux vers lui en souriant, Alexandre avait senti son cœur s'arrêter. « Sophie » avait-il commencé, s'approchant d'elle. « Oui, monsieur Alexandre » avait-elle répondu, et dans ses yeux il avait cru voir quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Mais au moment où il allait parler, sa mère était sortie sur la terrasse, brisant le moment magique. Alexandre s'était éloigné, le cœur brisé par sa propre lâcheté. Plus tard, il avait compris que c'était peut-être mieux ainsi. Que pouvait-il offrir à Sophie? Une liaison secrète? Elle méritait mieux que cela. Elle méritait un amour au grand jour, le respect, un homme qui pourrait l'épouser et lui donner la famille qu'elle avait perdue. L'annonce officielle de ses fiançailles avec Céleste avait été l'un des moments les plus douloureux de la vie d'Alexandre. Il avait vu le visage de Sophie quand ses parents avaient annoncé la nouvelle au personnel de maison. Elle avait souri poliment, avait félicité la famille, mais Alexandre avait remarqué comment ses mains tremblaient légèrement quand elle servait le champagne ce soir-là. Il avait voulu lui expliquer, lui dire que ce mariage ne signifiait rien pour lui, que son cœur lui appartiendrait toujours à elle. Mais comment pouvait-il lui imposer ce fardeau? Comment pouvait-il lui dire qu'il l'aimait, alors qu'il était sur le point d'épouser une autre femme? Cette nuit-là, Alexandre était resté éveillé jusqu'à l'aube, fixant le plafond de sa chambre, se demandant s'il ne faisait pas la plus grande erreur de sa vie. Mais le lendemain matin, quand il avait vu son père rayonner de fierté en parlant de cette alliance prestigieuse, Alexandre avait su qu'il était trop tard pour faire marche arrière. Les préparatifs du mariage avaient recommencé immédiatement, et Alexandre avait observé Sophie devenir de plus en plus silencieuse, de plus en plus effacée. Elle accomplissait ses tâches avec la même efficacité que toujours, mais quelque chose avait changé dans son regard. Il y avait une tristesse nouvelle, une résignation qui brisait le cœur d'Alexandre. Il aurait voulu lui dire que rien ne changerait entre eux, que même mariés, ils continueraient à l'aimer en secret. Mais ces mots auraient été cruels, et Alexandre préférait souffrir en silence
plutôt que d'imposer sa souffrance à la femme qu'il aimait. Céleste devait arriver dans quelques jours pour les derniers préparatifs, et Alexandre appréhendait ce moment. Il savait que voir sa future épouse dans la même maison que Sophie serait une torture, mais il n'avait plus le choix. Son destin était scellé, et il devait l'accepter comme un homme, même si cela signifiait renoncer au seul véritable amour de sa vie. « Stop !» La voix d'Alexandre résonna dans l'église Saint-Sulpice comme un coup de tonnerre, faisant sursauter les 300 invités présents. Le prêtre s'interrompit au beau milieu de la cérémonie, ses mots restant suspendus dans l'air lourd de tension. Céleste, resplendissante dans sa robe de mariée à 20 000 €, se tourna vers lui avec des yeux écarquillés d'incrédulité. « Qu'est-ce que vous faites, Alexandre ?» murmura-t-elle, sa voix tremblant de colère et d'humiliation. Mais Alexandre ne la regardait même pas. Ses yeux étaient fixés sur le fond de l'église, où Sophie se tenait debout près des autres employés, les joues baignées de larmes après l'humiliation publique qu'elle venait de subir. « Je ne peux pas continuer cette mascarade », déclara Alexandre d'une voix ferme qui porta jusqu'au dernier rang. « Pas après ce que je viens de voir, pas après ce que vous avez fait à Sophie. » Le murmure des invités enfla comme une vague, et Céleste devint livide. « Vous avez perdu la tête », siffla-t-elle entre ses dents. Mais Alexandre descendit déjà les marches de l'autel, sa décision prise, son cœur enfin libre de dire la vérité qu'il avait gardée secrète pendant 3 longues années. Pour comprendre comment Alexandre en était arrivé à ce moment de rupture totale, il faut revenir 3 semaines en arrière, quand Céleste Lambert était arrivée dans la demeure familiale des Moreau pour les préparatifs finaux du mariage. Dès l'instant où elle avait franchi le seuil de la maison, Sophie avait senti que quelque chose allait changer. Céleste était exactement ce qu'on attendait d'une future épouse d'Alexandre. Grande, élégante, avec des cheveux blonds parfaitement coiffés, et une garde-robe qui valait probablement plus que ce que Sophie gagnait en 10 ans. Elle portait ce jour-là un tailleur Chanel rose poudré et des escarpins Louboutin qui claquaient sur le marbre avec une autorité naturelle. Quand Marie Moreau la présenta à Sophie, Céleste la regarda de haut en bas avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux bleus glacial. « Ah, voici la petite bonne », dit-elle d'un ton qui se voulait amical, mais qui contenait déjà une pointe de mépris. « J'espère que nous nous entendrons bien pendant mon séjour ici. » Sophie baissa respectueusement la tête et murmura une réponse polie, mais elle sentit immédiatement que cette femme n'était pas ce qu'elle paraissait être en surface. Les premiers jours furent supportables, Céleste se contentant de remarques subtiles et de regards dédaigneux quand les parents d'Alexandre n'étaient pas présents. Elle critiquait la façon dont Sophie disposait les fleurs, trouvait que le café n'était pas assez chaud, se plaignait que ses affaires n'étaient pas rangées exactement comme elle le souhaitait. « Dans ma famille », disait-elle souvent, « les domestiques savent anticiper nos besoins sans qu'on ait besoin de leur expliquer. » Sophie encaissait ces remarques en silence, se disant que c'était temporaire, que dans quelques semaines Céleste serait partie avec Alexandre et que la vie reprendrait son cours normal. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Céleste avait remarqué quelque chose que personne d'autre n'avait vu, la façon dont Alexandre regardait parfois Sophie, ces micro-expressions qu'une femme jalouse sait déceler instinctivement, et cela rendait Céleste absolument furieuse. Au bout d'une semaine, la vraie nature de Céleste commença à se révéler. Un matin, pendant qu'Alexandre était parti au bureau et que ses parents étaient sortis faire des courses, Céleste trouva Sophie en train de nettoyer la bibliothèque. « Alors comme ça, vous lisez nos livres », dit-elle en découvrant le roman que Sophie avait discrètement posé sur une étagère. « J'avais fini mon travail et... » commença Sophie. « Ah non, ma petite », l'interrompit Céleste avec un sourire mauvais. « Vous êtes ici pour servir, pas pour vous cultiver. Les livres, c'est pour les gens de notre milieu. Une fille comme vous devrait plutôt apprendre à mieux cirer les chaussures. » Sophie sentit ses joues s'enflammer, mais elle baissa la tête et murmura des excuses. « Et puis regardez-moi quand je vous parle », ajouta Céleste d'un ton sec. « On vous a appris les bonnes manières, j'espère ?» Sophie leva les yeux, surprise par la méchanceté soudaine dans la voix de sa future patronne. « Oui, mademoiselle », répondit-elle doucement. « Madame », corrigea Céleste. « Vous m'appellerez madame à partir de maintenant. Il faut vous habituer. Dans quelques semaines, je serai la maîtresse de cette maison. » Les humiliations se multiplièrent jour après jour, toujours quand ils étaient seuls, toujours formulées de façon suffisamment subtile pour que Céleste puisse nier si quelqu'un posait des questions. Elle faisait recommencer le ménage des chambres sous prétexte que ce n'était pas assez bien fait, obligeait Sophie à laver et repasser ses robes plusieurs fois jusqu'à ce qu'elles soient parfaites, la faisait attendre debout pendant des heures pendant qu'elle prenait ses bains. Vous savez,
lui dit-elle un après-midi pendant que Sophie repassait ses sous-vêtements de soie. « J'ai bien réfléchi à votre situation. Quand je serai mariée avec Alexandre, je pense qu'il faudra revoir l'organisation de cette maison. Nous aurons besoin de personnel plus qualifié, plus en accord avec notre standing. » Sophie sentit son sang se glacer. « Qu'est-ce que vous voulez dire, madame ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Oh, rien de bien méchant, » répondit Céleste avec un sourire angélique. « Juste que votre temps ici touche peut-être à sa fin. Il serait peut-être temps pour vous de chercher autre chose, quelque part où vos compétences seraient plus appréciées. » Ce qui rendait la situation encore plus douloureuse pour Sophie, c'est qu'elle voyait bien qu'Alexandre n'était pas heureux. Elle l'observait discrètement pendant les repas, remarquait comme il était tendu en présence de Céleste, comme il évitait son regard, comme il trouvait toujours des prétextes pour s'absenter quand sa fiancée était là. Plusieurs fois, elle l'avait surpris en train de la regarder avec cette expression qu'elle n'arrivait toujours pas à déchiffrer, mélange de tendresse et de tristesse qui lui serrait le cœur. Un soir, alors qu'elle servait le dîner, Alexandre avait demandé comment elle allait, et avant qu'elle puisse répondre, Céleste était intervenue. « Oh, Sophie va très bien, n'est-ce pas, Sophie ? Elle apprend les bonnes manières petit à petit. » Il y avait eu un silence étrange, et Sophie avait vu Alexandre froncer les sourcils, mais elle s'était contentée de hocher la tête et de continuer son service. Plus tard dans la soirée, Alexandre était venu la trouver dans la cuisine. « Sophie, » avait-il dit doucement, « si quelque chose ne va pas, vous pouvez me le dire, vous le savez. » Sophie avait levé vers lui des yeux brillants de larmes retenues et avait murmuré « Tout va bien, monsieur Alexandre. Je vous souhaite beaucoup de bonheur dans votre mariage. » Ces mots lui avaient écorché la gorge, mais elle les avait prononcés avec un sourire qui avait brisé le cœur d'Alexandre. La situation atteignit son paroxysme la veille du mariage. Céleste était dans un état de nervosité extrême, dirigeant les préparatifs avec une autorité de plus en plus tyrannique. Elle avait fait venir des dizaines de fleuristes, de traiteurs, de décorateurs, transformant la paisible demeure des Moreau en ruche bourdonnante d'activité. Sophie courait partout pour satisfaire les demandes incessantes de Céleste, qui semblait prendre un plaisir pervers à la voir s'épuiser. « Sophie, les roses ne sont pas disposées comme je l'avais demandé. Sophie, le champagne n'est pas assez frais. Sophie, ma robe de mariée a un pli, repassez-la immédiatement. » Vers 18 heures, alors que Sophie portait un lourd plateau de verres en cristal vers le salon, épuisée par cette journée infernale, elle trébucha légèrement sur le tapis perçant du couloir. Aucun verre ne tomba. Aucun dégât ne fut causé. Mais Céleste, qui passait par là au même moment, explosa. « Mais enfin, faites attention, ces verres valent une fortune. Vraiment, je me demande comment on peut employer des gens si peu soigneux. » Sa voix était si forte que Marie Moreau accourut du salon. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle inquiète. « Rien de grave, » répondit Céleste avec un sourire forcé. « Juste un petit incident. » « N'est-ce pas, Sophie ?» Sophie hocha la tête, les joues brûlantes de honte, et s'éloigna rapidement vers la cuisine, sentant le regard compatissant de Marie dans son dos. Le matin du mariage arriva avec un ciel gris typiquement parisien, comme si même le temps reflétait la tension qui régnait dans la demeure des Moreau. Sophie s'était levée à 4 heures pour commencer les préparatifs, sachant que cette journée serait la plus difficile qu'elle ait jamais vécue. Non seulement elle devait assister au mariage de l'homme qu'elle aimait en secret, mais elle devait aussi supporter les dernières heures de tyrannie de Céleste avant que celle-ci ne devienne officiellement la maîtresse de maison. Dès 6 heures du matin, Céleste était debout dans un état d'agitation fébrile qui ne présageait rien de bon. Elle avait passé la nuit à réorganiser le planning de la journée, trouvant 1000 détails à modifier, 1000 prétextes pour exercer son autorité sur Sophie une dernière fois avant de partir pour l'église. « Sophie !» cria-t-elle depuis sa chambre. « Mon petit déjeuner doit être servi dans exactement 15 minutes, et je veux que vous arrangiez mes chaussures dans l'ordre où je vais les porter aujourd'hui. » Sophie soupira intérieurement et monta les escaliers, se préparant mentalement à endurer encore quelques heures de cette torture. Céleste était assise devant sa coiffeuse, déjà maquillée par une esthéticienne professionnelle, ses cheveux blonds remontés en un chignon sophistiqué parsemé de petites perles. Elle était objectivement magnifique, et Sophie ne pouvait s'empêcher de penser qu'Alexandre et elle formeraient un couple parfait aux yeux du monde. « Ah, enfin !» dit Céleste sans lever les yeux de son miroir. « J'espère que vous avez préparé mes œufs exactement comme je vous l'ai demandé hier soir. Pas trop cuit, pas assez. Et avec cette confiture d'abricot que ma mère fait venir spécialement de Provence. » Sophie posa délicatement le plateau sur la table près de la fenêtre et commença à disposer les chaussures selon les instructions reçues.
Il y avait les escarpins blancs pour la cérémonie, les chaussures plates dorées pour les photos dans le jardin et les talons hauts argentés pour la réception. Pendant qu'elle s'acquittait de cette tâche, Céleste continuait son monologue. « Vous savez, Sophie, j'ai beaucoup réfléchi à notre conversation de l'autre jour. Je pense vraiment qu'après aujourd'hui, il serait mieux pour tout le monde que vous trouviez un autre emploi. Alexandre et moi, nous aurons besoin d'intimité pour commencer notre vie de couple, et votre présence ici, eh bien, disons qu'elle ne sera plus appropriée. » Sophie sentit son cœur se serrer, mais elle continua son travail sans rien dire. Elle savait que Céleste cherchait une réaction, qu'elle voulait la voir pleurer ou la supplier de la garder. Mais Sophie avait sa fierté, et elle ne donnerait pas cette satisfaction à cette femme cruelle. « Bien sûr, » ajouta Céleste en prenant une bouchée délicate de ses œufs, « je parlerai à Alexandre et à ses parents. Je leur expliquerai que vous avez exprimé le désir de partir, que vous avez trouvé quelque chose de mieux ailleurs. Ils seront peut-être un peu déçus, mais ils comprendront. Après tout, une jeune femme comme vous doit avoir des ambitions, n'est-ce pas ?» Cette fois, Sophie ne put s'empêcher de lever les yeux vers Céleste, et ce qu'elle vit dans ce regard froid la glaça jusqu'aux os. Cette femme prenait un plaisir évident à la torturer, à détruire méthodiquement la seule stabilité que Sophie avait trouvée depuis la mort de ses parents. « Je n'ai jamais dit que je voulais partir, » murmura Sophie, ne pouvant plus garder le silence. Céleste sourit, un sourire qui n'avait rien d'humain. « Mais si, ma chère, vous me l'avez dit hier soir. Vous ne vous souvenez pas? Vous étiez si fatiguée. Peut-être que votre mémoire vous joue des tours. » Le reste de la matinée se déroula dans une succession d'humiliations calculées. Céleste envoyait Sophie chercher des objets qu'elle avait délibérément cachés, la faisait nettoyer des tâches qui n'existaient pas, lui reprochait des erreurs qu'elle n'avait pas commises. Vers 11 heures, alors que les premiers invités commençaient à arriver pour assister aux préparatifs, Céleste atteignit un nouveau niveau de méchanceté. Elle avait remarqué que Sophie portait une petite chaîne en or autour du cou, un bijou simple mais élégant qui avait appartenu à sa mère. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-elle en pointant le collier. « C'est un souvenir de ma mère », répondit Sophie instinctivement, portant sa main à son cou dans un geste protecteur. « Enlevez-le immédiatement », ordonna Céleste. « Il est totalement inapproprié qu'une employée porte des bijoux pendant le service, surtout des bijoux aussi voyants. » Sophie ouvrit la bouche pour protester. Le collier était discret, presque invisible sous son uniforme, mais Céleste la coupa. « Tout de suite, ou vous pouvez partir dès maintenant. » Le cœur brisé, Sophie défit lentement la chaîne et la glissa dans sa poche, sentant les larmes monter malgré tous ses efforts pour les retenir. Alexandre, pendant ce temps, s'habillait dans sa chambre avec l'aide de son père et de son témoin, mais son esprit était ailleurs. Il avait remarqué l'étrange tension qui régnait dans la maison, la façon dont Sophie semblait encore plus effacée que d'habitude, les sourires forcés de sa mère quand elle parlait de Céleste. Plusieurs fois, il avait eu envie de descendre voir Sophie, de lui parler une dernière fois avant de sceller définitivement son destin avec une autre femme. Mais à quoi bon la torturer davantage? Dans quelques heures, il serait marié, et il devrait faire semblant d'être heureux pour le reste de sa vie. « Tu es prêt, mon fils ?» demanda Henri en ajustant la cravate d'Alexandre. « Céleste est une femme remarquable. Vous formerez un couple parfait. » Alexandre hocha la tête mécaniquement, mais son cœur se révoltait contre ces mots. Comment pouvait-il être prêt à épouser une femme qu'il n'aimait pas, quand celle qu'il aimait vraiment était à quelques mètres de lui, probablement en train de souffrir en silence comme elle le faisait si bien. Vers midi, alors que la maison se remplissait d'invités venus admirer la robe de mariée et féliciter la famille, Céleste décida de porter le coup de grâce à Sophie. Elle avait organisé une petite réception dans le salon principal, où les dames de la haute société parisienne sirotèrent du champagne en papotant des derniers ragots mondains. Sophie servait discrètement les petits fours et remplissait les coupes, invisibles comme elle savait si bien l'être. Mais Céleste avait d'autres plans pour elle. « Mesdames, » dit-elle soudain en haussant la voix pour attirer l'attention, « j'aimerais vous présenter notre petite Sophie. » Toutes les têtes se tournèrent vers la jeune femme, qui rougit violemment de se retrouver ainsi au centre de l'attention. « Sophie travaille ici depuis quelques années, » continua Céleste avec un sourire angélique, « et elle fait de son mieux. N'est-ce pas, Sophie ?» Il y avait quelque chose dans le ton de Céleste qui mit immédiatement Sophie sur ses gardes. « Oui, madame, » murmura-t-elle en baissant les yeux. « Dites-moi, Sophie, » reprit Céleste, « vous qui connaissez si bien cette maison, vous devez avoir une opinion sur mon mariage avec Alexandre. Que pensez-vous de notre union ?» La question était un piège, et Sophie le savait. Toutes les invitées la regardaient avec curiosité, attendant sa réponse. Si elle disait qu'elle était heureuse pour eux, elle devrait mentir,
et ravaler sa propre douleur. Si elle ne répondait pas avec assez d'enthousiasme, Céleste trouverait un moyen de la punir. Je souhaite beaucoup de bonheur à monsieur Alexandre, dit-elle finalement, choisissant ses mots avec précaution. Mais Céleste n'en avait pas fini avec elle. Comme c'est touchant, dit-elle avec un rire cristallin qui fit écho dans le salon. Mais vous savez, mesdames, je crois que notre petite Sophie a peut-être développé des sentiments inappropriés pour mon futur époux. N'est-ce pas attendrissant? Une petite bonne qui rêve d'un prince charmant. Les rires fusèrent parmi les invités, des rires cruels et méprisants qui transpercèrent le cœur de Sophie comme autant de poignards. Elle sentit ses joues s'enflammer de honte et d'humiliation, mais elle resta immobile, les yeux fixés sur le sol, refusant de donner à ces femmes le spectacle de sa détresse. « Allons, Sophie, continua Céleste, jouissant visiblement de son malaise, vous pouvez nous avouer que vous avez eu des pensées romantiques concernant Alexandre. Après tout, quel mal y a-t-il à rêver, même si c'est complètement ridicule, bien entendu. » C'est à ce moment précis qu'Alexandre, attiré par les rires et les voix qui montèrent du salon, descendit l'escalier et entra dans la pièce. Il vit immédiatement la scène. Sophie debout au milieu du salon, rouge de honte, entourée de femmes qui la regardaient avec un mélange d'amusement et de mépris, et Céleste qui dominait la situation avec un sourire de prédateur. « Ah, Alexandre !» s'exclama Céleste en le voyant. « Nous étions justement en train de parler de vous avec Sophie. Elle nous expliquait à quel point elle vous admire. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Alexandre regarda Sophie, vit les larmes qu'elle retenait à grand-peine, vit la humiliation dans ses yeux verts qu'il aimait tant. Puis il regarda Céleste, et pour la première fois, il vit vraiment qui elle était. Une femme cruelle et manipulatrice, qui prenait plaisir à faire souffrir plus faible qu'elle. « Excusez-moi, dit-il d'une voix glaciale qui fit taire tous les rires, mais je pense qu'il est temps de partir pour l'église. » Il tourna les talons et sortit du salon, laissant derrière lui un silence pesant, et Sophie qui luttait pour ne pas s'effondrer devant tout le monde. L'église Saint-Sulpice n'avait jamais été aussi somptueuse. Des milliers de roses blanches et de lys ornaient chaque colonne. Des rubans de soie dorée serpentaient le long des bancs de chêne massifs et la lumière filtrait à travers les vitraux centenaires, créant une atmosphère presque magique. Les 300 invités, tout ce que Paris comptait de plus prestigieux en matière d'aristocratie et de bourgeoisie industrielle, avaient pris place dans leurs plus beaux atours. L'orchestre à cordes jouait discrètement du Vivaldi, pendant que les derniers retardataires trouvèrent leur place. Alexandre se tenait debout devant l'autel, impeccable dans son smoking noir taillé sur mesure, mais son visage était d'une pâleur inquiétante. Son témoin Philippe de Montclair, son ami d'enfance, lui glissa à l'oreille « Tout va bien, Alexandre? Tu as l'air tendu. » Alexandre hocha la tête mécaniquement, mais la vérité était qu'il se sentait comme un homme marchant vers sa propre exécution. Chaque minute qui passait l'éloignait davantage de la seule femme qu'il ait jamais aimée, et il ne pouvait s'empêcher de penser à Sophie, restée à la maison pour s'occuper des derniers préparatifs de la réception. À la demeure des Moreau, l'ambiance était tout autre. Sophie s'activait dans la cuisine avec l'équipe de traiteurs, supervisant la préparation du festin qui attendrait les mariés et leurs invités après la cérémonie. Elle avait réussi à chasser de son esprit l'humiliation de la veille, se concentrant entièrement sur son travail pour ne pas laisser libre cours aux pensées douloureuses qui menaçaient de la submerger. Marie Moreau était passée la voir avant de partir pour l'église, l'embrassant affectueusement sur les joues et lui murmurant « Merci pour tout ce que vous faites, ma chère Sophie. Cette maison ne serait rien sans vous. » Ces mots avaient réchauffé le cœur de Sophie, lui rappelant qu'au moins, elle avait gagné l'affection sincère de cette famille, même si elle devait bientôt la quitter. Henri Moreau était également venu la saluer, lui serrant la main avec cette chaleur paternelle qu'elle chérissait tant. « Prenez soin de vous, Sophie, » avait-il dit avec une étrange intensité dans le regard, « et souvenez-vous que vous aurez toujours une place dans notre cœur. » Sophie s'était demandé pourquoi il parlait comme s'il se disait adieu définitivement, mais elle n'avait pas osé poser de questions. À l'église, la cérémonie avait commencé dans toute sa solennité. Le père Dubois, qui avait baptisé Alexandre et connaissait la famille depuis des générations, officiait avec cette dignité particulière qu'il réservait aux grandes occasions. Mais, bien cher frère, avait-il commencé de sa voix grave qui résonnait sous les voûtes de pierre, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'union de Alexandre Moreau et Céleste Lambert, deux êtres qui ont choisi de lier leur destin devant Dieu et devant les hommes. Alexandre écoutait ces mots rituels, en sentant son cœur se serrer davantage à chaque syllabe. Il regardait Céleste à côté de lui, resplendissante dans sa robe de dentelle de Calais,
qui avait coûté une fortune, et il se demandait comment il allait pouvoir passer le reste de sa vie à côté de cette femme qu'il ne connaissait pas vraiment, qu'il n'aimait pas, et dont il venait de découvrir la vraie nature cruelle. Quand le prêtre demanda s'il acceptait de prendre Céleste pour épouse, Alexandre sentit les mots se coincer dans sa gorge. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. C'est à ce moment précis que les portes de l'église s'ouvrirent avec fracas. Sophie apparut, essoufflée, tenant à la main un petit objet doré. Marie Moreau s'était rendu compte qu'elle avait oublié son alliance dans sa chambre et avait envoyé Sophie la chercher en urgence. La jeune femme remonta discrètement l'allée centrale, essayant de passer inaperçue. Mais Céleste la remarqua immédiatement. Le visage de la mariée se durcit instantanément, furieuse de voir cette petite bonne faire irruption dans son moment de gloire. Oubliant où elle était, oubliant les 300 pères Dieu qui l'observaient, Céleste se tourna vers Sophie et laissa exploser sa colère. « Qu'est-ce que vous faites ici? Je vous avais dit de rester à la maison. Vous n'avez rien à faire dans cette église. Une fille comme vous. Sortez immédiatement avant de gâcher mon mariage avec votre présence déplacée. » Sa voix stridente résonna dans le silence religieux, choquant l'assemblée par sa vulgarité soudaine. Sophie s'arrêta net, pétrifiée par cette agression publique, les joues brûlantes de honte. « Madame Moreau m'a demandé de... » commença-t-elle d'une voix tremblante. « Je me fiche de ce qu'elle vous a demandé !» hurla Céleste, perdant complètement son masque de lady respectable. « Une domestique n'a pas sa place ici. Retournez dans votre cuisine et laissez les gens de qualité tranquilles. » Le silence qui suivit était assourdissant. 300 personnes retenaient leur souffle, choquées par cette explosion de haine et de mépris de classe qui révélait brutalement la vraie personnalité de Céleste. Marie Moreau était devenue livide, Henri serrait les poings, et même le prêtre regardait la scène avec une expression d'incrédulité scandalisée. Mais c'est Alexandre qui fut le plus bouleversé. En une seconde, il comprit tout. Les regards tristes de Sophie ces dernières semaines, sa discrétion encore plus marquée, la façon dont elle semblait s'effacer chaque fois que Céleste était présente. Cette femme qu'il s'apprêtait à épouser avait torturé pendant des semaines la seule personne qu'il ait jamais vraiment aimée. Sophie, debout au milieu de l'allée avec l'alliance de Marie dans sa main tremblante, incarnait tout ce qu'il y avait de pur et de bon dans ce monde, et Céleste venait de l'humilier publiquement avec une cruauté qui révélait la noirceur de son âme. Alexandre sentit quelque chose se briser définitivement en lui, une limite qu'il ne pouvait plus franchir. « Stop !» hurla-t-il alors, sa voix portant jusqu'au fond de l'église et faisant sursauter tout le monde. Le prêtre s'interrompit au milieu de sa phrase. Les invités se tournèrent vers lui avec des expressions d'incompréhension totale, et Céleste le regarda avec des yeux écarquillés de rage et d'humiliation. « Qu'est-ce que vous faites, Alexandre ?» siffla-t-elle entre ses dents, réalisant que la situation lui échappait complètement. Mais Alexandre ne la regardait même pas. Ses yeux étaient fixés sur Sophie, debout dans l'allée, les joues baignées de larmes qu'elle ne pouvait plus retenir. « Je ne peux pas continuer cette mascarade », déclara-t-il d'une voix ferme qui résonna dans toute l'église. « Pas après ce que je viens de voir, pas après ce que vous avez fait subir à Sophie. » Un murmure d'incrédulité parcourut l'assistance, mais Alexandre continua, sa voix se raffermissant à chaque mot. « Pendant des semaines, vous l'avez humiliée, torturée, maltraitée, et moi j'étais trop aveugle ou trop lâche pour m'en apercevoir. Mais maintenant je vois qui vous êtes vraiment, Céleste, et je ne peux pas épouser une femme capable d'une telle cruauté. » Céleste devint livide, puis rouge de fureur. « Vous avez perdu la tête !» cracha-t-elle, oubliant toute dignité. « Vous allez rompre nos fiançailles pour une vulgaire domestique? Vous réalisez le scandale que vous créez? Votre famille, vos affaires, votre réputation, tout va être détruit. » Mais Alexandre descendait déjà les marches de l'autel, se dirigeant vers Sophie qui le regardait avec un mélange d'incrédulité et d'espoir qu'elle n'osait pas encore vraiment ressentir. « Ma réputation, » dit-il, en passant devant Céleste sans même la regarder. « Je la reconstruirai avec des fondations solides, avec une femme que j'aime vraiment. » Il s'arrêta devant Sophie, prit doucement ses mains tremblantes dans les siennes, et devant 300 témoins médusés, devant ses parents abasourdis, devant le prêtre qui en perdait son latin, il déclara « Sophie Dubois, je vous aime depuis le premier jour où vous êtes entrée dans notre maison. Je vous aime pour votre gentillesse, votre courage, votre pureté d'âme. Je vous aime assez pour renoncer à tout ce qu'on attend de moi, pour défier les conventions, pour choisir l'amour vrai plutôt que la convenance sociale. » Sophie le regardait avec des yeux brillants de larmes, n'arrivant pas à croire ce qu'elle entendait. « Accepteriez-vous de devenir ma femme, Sophie ? De m'épouser par amour et rien que par amour ?
Le scandale qui suivit la rupture spectaculaire du mariage d'Alexandre Moreau défraya la chronique parisienne pendant des mois. Les journaux à sensation s'emparèrent de l'histoire avec délectation. L'héritier milliardaire quitte sa fiancée à l'hôtel pour sa domestique, titrait Le Figaro. Coup de foudre ou coup de folie? Alexandre Moreau choisit l'amour, proclamait Paris Match. Les salons de la haute société ne parlaient que de cela, oscillant entre indignation scandalisée et fascination romantique pour cette histoire qui brisait tous les codes sociaux établis. Céleste Lambert, humiliée publiquement, avait quitté l'église dans une rage folle, promettant de se venger et de ruiner la réputation des Moreau. Sa famille menaçait de poursuites judiciaires pour rupture de contrat de mariage, tandis que certains partenaires commerciaux remettaient en question leurs relations d'affaires avec l'Empire Moreau. Mais Alexandre s'en moquait éperdument. Pour la première fois de sa vie, il avait suivi son cœur plutôt que les dictats de la société. Et même si cela devait lui coûter une partie de sa fortune, il ne regrettait rien. Sophie était à ses côtés, et c'était tout ce qui comptait. Les premières semaines après le scandale furent difficiles pour Sophie, qui se sentait responsable du chaos qu'elle avait involontairement provoqué. « Alexandre !» lui dit-elle un soir alors qu'il se promenait dans le jardin familial. « Peut-être que j'aurais dû refuser votre demande à l'église. Regardez tout ce que vous avez perdu à cause de moi. » Alexandre s'arrêta et prit son visage entre ses mains avec une tendresse infinie. « Sophie, mon amour, murmura-t-il, j'ai perdu des relations d'affaires, quelques amis superficiels et l'approbation de gens dont l'opinion ne m'a jamais vraiment importé. Mais j'ai gagné l'amour de ma vie. Comment pourrais-je considérer cela comme une perte ?» Il l'embrassa doucement et Sophie sentit ses dernières résistances fondre. Elle avait passé tant d'années à se protéger, à se dire qu'elle n'était pas digne d'un grand amour, que la tendresse d'Alexandre lui paraissait parfois irréelle. Mais petit à petit, jour après jour, elle apprenait à accepter qu'elle méritait ce bonheur, qu'elle avait le droit d'être aimée pour ce qu'elle était vraiment. Henri et Marie Moreau, après le choc initial, avaient finalement soutenu la décision de leur fils. « Au début, j'étais inquiet », avoua Henri à Alexandre quelques semaines après le scandale. « Pas à cause de Sophie, que nous aimons tous, mais à cause des conséquences sur nos affaires. Mais tu sais quoi? Les vrais partenaires, ceux qui comptent vraiment, sont restés. Et les autres, eh bien, nous nous passerons d'eux. » Marie, quant à elle, avait pris Sophie sous son aile maternelle avec encore plus de chaleur qu'auparavant. « Ma chère enfant, » lui dit-elle un après-midi pendant qu'elles préparaient ensemble le thé, « vous avez toujours été comme une fille pour moi. Maintenant que vous allez officiellement le devenir, mon bonheur est complet. » Sophie sentit ses yeux s'embuer. Depuis la mort de ses parents, elle n'avait jamais espéré retrouver cette chaleur familiale, cet amour inconditionnel qu'elle croyait perdu à jamais. « Madame Moreau, » commença-t-elle. « Marie, » l'interrompit doucement la mère d'Alexandre. « Appelez-moi Marie, ma chérie, nous sommes en famille maintenant. » Alexandre et Sophie passaient désormais leurs soirées ensemble, découvrant la joie simple d'être en amoureux sans contrainte ni cachotterie. Ils se promenaient dans Paris, visitaient des musées, dînaient dans de petits restaurants discrets où ils pouvaient parler pendant des heures sans être dérangés. Alexandre découvrait une Sophie qu'il n'avait fait qu'entrevoir, intelligente, cultivée, drôle, avec une vision du monde rafraîchissante qui contrastait avec l'artifice de son ancien milieu. « Vous savez ce qui me plaît le plus chez vous ?» lui dit-il un soir, alors qu'ils regardèrent le coucher de soleil depuis les quais de Seine. « Votre authenticité. Avec vous, je peux être moi-même, sans masque, sans prétention. C'est un cadeau inestimable. » Sophie rougit légèrement. « Moi qui pensais que vous vous ennuyeriez vite avec une fille simple comme moi, » murmura-t-elle. « Simple ?» répéta Alexandre en riant. « Sophie, vous êtes la personne la plus complexe et la plus fascinante que j'ai jamais rencontrée. Chaque jour, je découvre une nouvelle facette de votre personnalité, et chaque découverte me fait vous aimer davantage. » Un mois après le scandale, Alexandre organisa une demande en mariage officiel, cette fois dans l'intimité, sans faste ni protocole. Il emmena Sophie dans le petit café de Montmartre, où elle avait l'habitude d'aller quand elle était étudiante, avant la mort de ses parents. « Comment avez-vous su ?» demanda-t-elle, émue qu'il ait pensé à ce lieu si personnel. « Vous m'en aviez parlé un jour, » répondit Alexandre. « Vous aviez dit que c'était là que vous vous sentiez le plus heureuse avant votre arrivée chez nous. » Il s'agenouilla alors devant elle, sortant un écrin de sa poche. La bague était magnifique, mais simple. Un solitaire entouré de petits diamants, élégant sans être ostentatoire. « Sophie Dubois, » dit-il d'une voix tremblante d'émotion, « voulez-vous m'épouser, non pas pour sauver les apparences ou satisfaire des conventions sociales, mais simplement parce que nous nous aimons et que nous voulons construire notre vie ensemble. »
Sophie le regardait avec des yeux brillants de larmes de bonheur. « Oui, murmura-t-elle, puis plus fort. « Oui, Alexandre, de tout mon cœur. » Autour d'eux, les clients du café applaudirent spontanément, touchés par cette scène d'amour authentique qui contrastait avec les fiançailles spectaculaires mais froides de l'ancienne époque. Leur amour grandissait chaque jour, nourri par la complicité, la tendresse et la passion qu'ils découvraient l'un pour l'autre. Alexandre était un amoureux attentionné et patient, comprenant que Sophie avait besoin de temps pour s'habituer à sa nouvelle position. Il ne la brusquait jamais, respectant ses hésitations et ses pudeurs, l'aidant doucement à prendre confiance en elle. « Vous n'êtes plus ma employée, Sophie », lui rappelait-il quand elle s'excusait automatiquement pour des détails insignifiants. « Vous êtes ma fiancée, la future Madame Moreau. Vous n'avez à demander la permission à personne, surtout pas à moi. » Sophie apprenait progressivement à occuper sa nouvelle place, aidée par Marie, qui l'initiait aux subtilités de la vie mondaine, sans jamais la faire sentir ignorante ou inadéquate. « Le secret, » lui confia Marie, « c'est de rester vous-même. Les gens respectent l'authenticité plus que les bonnes manières apprises par cœur. » Un soir d'automne, alors qu'ils étaient seuls dans le salon familial, Alexandre et Sophie franchirent une nouvelle étape dans leur relation. Ils s'embrassaient depuis un moment, leurs caresses devenant plus audacieuses, quand Sophie murmura contre ses lèvres « Alexandre, je vous aime tellement que j'ai parfois peur que ce soit un rêve. » Il la regarda dans les yeux, y lisant tout l'amour et le désir qu'elle éprouvait pour lui. « Sophie, chuchota-t-il, êtes-vous sûre? Nous ne sommes pas encore mariés, et je ne voudrais pas. » Elle posa un doigt sur ses lèvres pour le faire taire. « Je suis sûre, » dit-elle simplement. « Je vous aime, et je veux être à vous complètement. » Cette nuit-là, ils s'aimèrent avec une tendresse et une passion qui scellèrent définitivement leur union. Alexandre fut infiniment délicat avec Sophie, qui n'avait jamais connu l'amour physique, la guidant avec patience et douceur vers des sommets de plaisir qu'elle n'avait jamais imaginés. « Je vous aime », lui murmura-t-elle dans l'obscurité de la chambre, blottie contre son torse. « Pour toujours, répéta Alexandre en embrassant ses cheveux parfumés. « Vous et moi contre le monde entier, si nécessaire. » Sophie s'endormit dans ses bras, le cœur plein d'un bonheur qu'elle n'avait jamais osé espérer, sachant enfin qu'elle avait trouvé sa place dans ce monde, auprès de l'homme qu'elle aimait plus que sa propre vie. 2 mois après leur nuit d'amour, Sophie commença à ressentir des symptômes étranges qui l'inquiétaient et l'émerveillaient à la fois. Des nausées matinales qu'elle attribuait d'abord au stress des derniers événements, une fatigue inhabituelle, et surtout ce retard qui ne trompait pas. Un matin de novembre, alors qu'Alexandre était parti au bureau, Sophie se rendit discrètement chez le médecin de famille, le docteur Beaumont qui suivait les Moreau depuis des années. « Félicitations, mademoiselle Dubois », lui dit-il avec un sourire chaleureux après l'examen. « Vous attendez un enfant. D'après mes calculs, vous en êtes à environ 8 semaines. » Sophie sentit son cœur s'arrêter puis repartir à un rythme effréné. Un bébé. Elle portait l'enfant d'Alexandre. Un mélange d'extase et de terreur l'envahit simultanément. D'un côté, cette nouvelle représentait l'aboutissement de leur amour, la promesse d'une famille qu'elle avait cru ne jamais avoir. De l'autre, elle s'inquiétait de la réaction d'Alexandre, de ses parents, de la société qui les jugeait déjà sévèrement. Comment allait-on réagir à l'annonce qu'elle attendait un enfant hors mariage, même si leur fiançailles était officielle? Le trajet du retour fut le plus long de sa vie. Sophie marchait lentement dans les rues de Paris, une main inconsciemment posée sur son ventre encore plat, essayant d'imaginer la petite vie qui grandissait en elle. Elle pensait à Alexandre, à la façon dont il avait sacrifié son mariage arrangé pour elle, et se demandait si cette grossesse ne viendrait pas compliquer encore davantage leur situation. Quand elle arriva à la demeure des Moreau, elle croisa Marie dans le hall d'entrée. « Ma chère Sophie, dit la mère d'Alexandre en remarquant sa pâleur, « vous ne vous sentez pas bien? Vous semblez bouleversée. » Sophie hésita un instant, puis décida de se confier à cette femme qui était devenue comme une mère pour elle. « Madame, Marie, se corrigea-t-elle, j'ai quelque chose d'important à vous dire, mais j'aimerais d'abord en parler à Alexandre. » Marie la regarda avec une intuition toute maternelle et un sourire compréhensif éclaira son visage. « Mon enfant, dit-elle doucement, serait-ce ce que je pense? Cette lueur dans vos yeux, cette façon de vous tenir. » Sophie ne put que hocher la tête, les larmes aux yeux. Marie la prit immédiatement dans ses bras. « Oh, ma chérie, quelle merveilleuse nouvelle! Henri et moi allons être grands-parents. » Son bonheur évident rassura Sophie sur la réaction de la famille. Quand Alexandre rentra ce soir-là, Sophie l'attendait dans le salon, nerveuse comme jamais. Elle avait répété 100 fois les mots qu'elle allait lui dire, mais maintenant qu'il était là, tout lui semblait inadéquat. « Sophie, dit-il en s'approchant d'elle,
Ma maman m'a dit que vous aviez quelque chose d'important à me dire. Vous m'inquiétez, mon amour. » Il s'assit à côté d'elle sur le canapé et prit ses mains dans les siennes. Sophie le regarda dans les yeux, ses yeux bruns qu'elle aimait tant, et prit une profonde inspiration. « Alexandre, » commença-t-elle d'une voix tremblante, « notre amour va donner naissance à quelque chose de merveilleux. J'attends un bébé. » Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Alexandre la regardait fixement, comme s'il n'arrivait pas à comprendre ce qu'elle venait de dire. Puis, lentement, un sourire immense illumina son visage. « Un bébé ?» répéta-t-il d'une voix émerveillée. « Nous allons avoir un bébé ?» Sophie hocha la tête, et Alexandre l'enlaça avec tant d'émotion qu'ils se mirent tous les deux à pleurer de joie. « Sophie, ma Sophie !» murmurait-il en couvrant son visage de baisers. « Vous me rendez l'homme le plus heureux du monde. Un enfant, notre enfant. » Ce soir-là, Alexandre organisa un dîner familial pour annoncer officiellement la nouvelle à son père. Henri Moreau, en apprenant qu'il allait devenir grand-père, se leva de table et serra son fils dans ses bras avec une émotion qu'il ne chercha pas à cacher. « Mon fils, » dit-il d'une voix tremblante, « je suis si fier de vous. Vous avez trouvé l'amour véritable et maintenant vous allez fonder une famille. C'est tout ce qu'un père peut souhaiter pour son enfant. » Il se tourna vers Sophie et la prit également dans ses bras. « Ma chère Sophie, vous nous avez déjà apporté tant de bonheur. Maintenant, vous allez nous donner un petit enfant. Cette famille vous doit tout. » Pendant le repas, ils parlèrent avec émotion de l'avenir, des préparatifs nécessaires, de l'aménagement d'une nursery. Marie était déjà en train de planifier les achats de layettes et les décorations, tandis qu'Henri réfléchissait aux modifications à apporter à son testament pour inclure son futur petit-enfant. L'atmosphère était si chaleureuse et familiale que Sophie se demandait comment elle avait pu s'inquiéter de leur réaction. La nouvelle de la grossesse de Sophie précipita les préparatifs du mariage. Alexandre tenait absolument à l'épouser avant que sa grossesse ne devienne visible, non pas par honte, mais pour protéger Sophie des commérages malveillants de la société parisienne. « Je veux que notre enfant naisse dans le mariage », expliqua-t-il. « Non pas que cela change quoi que ce soit à mon amour pour vous, mais pour lui épargner les jugements stupides de certaines personnes. » Ils décidèrent d'organiser une cérémonie intime, à l'opposé du spectacle grandiose qui avait été prévu avec Céleste. Seule la famille proche et quelques amis fidèles seraient invités. Sophie choisit une robe simple mais élégante, en soie ivoire, qui dissimulerait parfaitement ses premières rondeurs. Marie l'accompagna chez la couturière et insista pour payer la robe. « C'est le cadeau de mariage que je veux vous offrir, » dit-elle. « Une mère a le droit de gâter sa belle-fille, n'est-ce pas ?» Sophie était si émue qu'elle fondit en larmes dans les bras de Marie, reconnaissante d'avoir trouvé non seulement un mari aimant, mais aussi une famille qui l'accueillait avec tant de chaleur. Les semaines qui suivirent furent les plus heureuses de la vie de Sophie. Sa grossesse se déroulait bien, malgré quelques nausées matinales que Marie soignait avec des tisanes de sa grand-mère. Alexandre était aux petits soins pour elle, anticipant ses moindres besoins, la couvrant d'attention et de tendresse. Le soir, il aimait poser sa main sur son ventre, qui commençait à s'arrondir discrètement, et parler à leur bébé. « Bonjour, mon petit trésor », murmurait-il. « Papa est là, et il t'aime déjà plus que tout au monde. Maman aussi t'aime énormément. Nous t'attendons avec tant d'impatience. » Sophie souriait en l'écoutant, émerveillée par la transformation d'Alexandre, qui révélait chaque jour davantage sa nature profondément paternelle et protectrice. Un soir, elle lui demanda « Vous n'avez pas peur? Tout change si vite dans notre vie. » Alexandre la serra contre lui. « Peur? Non, mon amour. Pour la première fois de ma vie, je sais exactement où je vais et avec qui. Vous portez notre enfant. Nous allons nous marier par amour. Nous avons le soutien de ma famille. Comment pourrais-je avoir peur avec tant de bonheur? » Même la société parisienne, qui avait d'abord été scandalisée par leur union, commençait progressivement à accepter leur couple. Les amis sincères d'Alexandre, ceux qui l'aimaient vraiment, furent touchés par son bonheur évident et finirent par apprécier Sophie pour ses qualités propres. « Elle a changé, Alexandre », confia Philippe de Montclair à sa femme après un dîner chez les Moreau. « Je ne l'ai jamais vue aussi épanouie, aussi authentique. Cette jeune femme lui a apporté quelque chose qu'aucune héritière fortunée n'aurait pu lui donner, l'amour vrai. » Même dans les salons mondains, l'opinion évoluait. Finalement, disait-on, Alexandre Moreau a eu du courage de suivre son cœur. Et puis, cette Sophie est charmante, bien élevée, et visiblement très amoureuse de son mari. Que demander de plus? Sophie, enceinte et rayonnante, incarnait une féminité épanouie qui forçait le respect, même chez ceux qui l'avaient d'abord jugée indigne d'Alexandre.
Son mariage approchait, et avec lui, la promesse d'un bonheur qu'elle n'avait jamais osé espérer. Être aimée, protégée, chérie, et bientôt mère de l'enfant de l'homme qu'elle adorait. Le mariage d'Alexandre et Sophie eut lieu un matin de décembre, dans la petite chapelle de Sainte-Marguerite, loin du faste ostentatoire de Saint-Sulpice. La neige tombait doucement sur Paris, créant une atmosphère féerique qui semblait bénie par le ciel lui-même. Sophie était resplendissante dans sa robe de soie ivoire, ses cheveux ornés d'un simple diadème de perles qui avait appartenu à la grand-mère d'Alexandre. À 3 mois de grossesse, elle avait cette aura particulière des futures mamans, un éclat intérieur qui la rendait plus belle encore. Alexandre, en costume gris anthracite, ne pouvait détacher son regard d'elle. « Vous êtes magnifique », lui murmura-t-il quand elle le rejoignit devant l'autel. « Je n'arrive pas à croire que vous allez enfin être ma femme. » Sophie lui sourit avec une émotion si pure que l'assistance en fut touchée aux larmes. Cette fois, il n'y avait que 30 invités, la famille proche, quelques amis fidèles, et étonnamment plusieurs anciens employés de maison qui avaient tenu à être présents pour leur Sophie. « Mes bien chers amis, » commença le père Martin, un vieux prêtre qui connaissait Alexandre depuis son enfance, « nous célébrons aujourd'hui un amour authentique, un amour qui a su triompher des conventions et des obstacles pour s'épanouir dans sa vérité. » Quand vint le moment de l'échange des consentements, Alexandre prit les mains de Sophie dans les siennes et plongea son regard dans le sien. « Sophie, » dit-il d'une voix tremblante d'émotion, « je vous promets de vous aimer chaque jour davantage, de vous protéger, de vous chérir, et d'être le père que mérite notre enfant. Vous avez transformé ma vie, vous lui avez donné un sens que je cherchais sans le savoir. Je vous serai fidèle dans le bonheur comme dans l'épreuve, et je ferai tout pour mériter l'amour que vous me portez. » Sophie, les larmes aux yeux, répondit d'une voix claire malgré son émotion, « Alexandre, vous m'avez sauvé de la solitude et du désespoir. Vous m'avez donné une famille, un foyer, et l'amour le plus beau qui soit. Je vous promets de vous aimer de toute mon âme, d'être la compagne et la mère que vous méritez, et de construire avec vous un bonheur qui sera à la mesure de ce que nous avons surmonté ensemble. » Quand le prêtre les déclara mari et femme, Alexandre embrassa Sophie avec une tendresse infinie, et l'assistance applaudit avec une chaleur qui contrastait magnifiquement avec le protocole glacé de son premier mariage avorté. La réception se déroula dans la salle à manger familiale, décorée avec des roses blanches et des bougies qui créaient une ambiance intime et chaleureuse. Henri Moreau se leva pour porter un toast qui émut toute l'assemblée. « À mon fils Alexandre, qui a eu le courage de choisir l'amour vrai plutôt que les convenances sociales. À ma belle-fille Sophie, qui nous a apporté la joie et bientôt un petit enfant que nous chérirons. Ils nous ont montré que le véritable bonheur ne se trouve pas dans ce que dicte la société, mais dans la sincérité des sentiments. » Marie, quant à elle, offrit à Sophie un écrin contenant le collier de perles de famille. « Ces perles ont été portées par toutes les épouses Moreau depuis 4 générations, » expliqua-t-elle en passant le bijou autour du cou de Sophie. « Aujourd'hui, elles vous reviennent de droit. Vous êtes une vraie Moreau maintenant, ma chérie. » Sophie porta instinctivement la main à son cou, touchée par ce geste symbolique qui marquait définitivement son acceptance dans cette famille qu'elle aimait tant. Les mois qui suivirent le mariage furent d'un bonheur paisible que Sophie n'avait jamais connu. Sa grossesse se déroulait merveilleusement bien, et Alexandre était un futur papa exemplaire, lisant tous les livres sur l'éducation des enfants, préparant minutieusement la nursery, accompagnant Sophie à tous ses rendez-vous médicaux. « Vous réalisez, lui dit-elle un soir en sentant le bébé bouger pour la première fois, que dans quelques mois nous serons 3. Alexandre posa sa main sur son ventre rond et sourit avec émotion. « J'ai hâte de connaître notre petit miracle, » murmura-t-il. « Garçon ou fille, peu importe, tant qu'il ou elle vous ressemble. » Le docteur Beaumont leur avait proposé de connaître le sexe du bébé, mais ils avaient préféré garder la surprise. « Laissons un peu de mystère, » avait dit Sophie. « Nous l'aimerons pareillement. » Marie avait pris en charge l'aménagement de la nurserie avec un enthousiasme qui faisait plaisir à voir. Elle choisissait les meubles, les tissus, les couleurs, consultant Sophie sur chaque détail. « Cette chambre doit être parfaite pour accueillir notre trésor, » répétait-elle, rayonnante de joie à l'idée de devenir grand-mère. En avril, par une belle journée de printemps, Sophie donna naissance à une petite fille. L'accouchement fut long, mais se déroula sans complications, et quand le médecin déposa le bébé dans les bras de sa maman, Sophie crut que son cœur allait exploser de bonheur. « Alexandre » murmura-t-elle en contemplant ce petit être parfait. « Regardez comme elle est belle. » Alexandre, qui avait assisté à la naissance malgré les protocoles de l'époque, était bouleversé.
Il regardait sa fille avec une expression d'émerveillement total, incapable de prononcer un mot, tant l'émotion l'étranglait. « Elle vous ressemble », finit-il par dire d'une voix tremblante. « Elle a vos yeux, votre petite bouche parfaite. Elle est magnifique, Sophie, notre petite princesse. » Ils décidèrent de l'appeler Marguerite, en l'honneur de la chapelle où ils s'étaient mariés, avec Marie comme second prénom pour honorer la grand-mère qui l'accueillerait avec tant d'amour. Quand Henri et Marie rencontrèrent leur petite fille, ce fut un moment d'intense émotion familiale. « Elle est parfaite », déclara Henri en tenant délicatement le bébé. « Regardez-moi ces petites mains, ce petit nez. Elle va nous mener par le bout du nez, j'en suis sûre. » Marie pleurait de joie en berçant sa petite fille. « Enfin, murmurait-elle, enfin notre famille est complète. » L'arrivée de Marguerite transforma définitivement la perception que la société avait du couple Moreau. Comment critiquer un amour qui avait donné naissance à un si bel enfant, élevé dans une famille si unie et si heureuse? Même Céleste, qui avait longtemps nourri des projets de vengeance, finit par renoncer. Elle avait épousé un banquier fortuné et menait une vie mondaine satisfaisante. Mais parfois, en voyant Alexandre et Sophie aux premières de théâtre ou dans les galas de charité, elle ne pouvait s'empêcher de remarquer leur bonheur évident, cette complicité naturelle qu'elle n'avait jamais réussi à feindre avec ses propres maris. Finalement, confia-t-elle à une amie, Alexandre a peut-être eu raison, ils ont l'air vraiment heureux ensemble. Sophie, de son côté, portait maintenant sa nouvelle position sociale avec une grâce naturelle qui forçait l'admiration. Elle s'investissait dans les œuvres caritatives de la famille, particulièrement celles qui aidaient les orphelins, et sa sincérité touchait tous ceux qui la rencontraient. « Madame Moreau a gardé sa simplicité malgré sa fortune », disèrent les gens. « Elle n'a pas oublié d'où elle vient, et cela la rend encore plus respectable. » 1 an après la naissance de Marguerite, Alexandre et Sophie organisèrent une grande fête de famille pour célébrer le premier anniversaire de leur fille et, symboliquement, leur propre renaissance. Tous leurs amis étaient présents, ainsi que les employés de la maison qui avaient toujours soutenu Sophie. « Il y a 2 ans, dit Alexandre en levant son verre, j'étais sur le point de faire la plus grande erreur de ma vie en épousant une femme que je n'aimais pas. Aujourd'hui, je suis l'homme le plus heureux du monde, marié à la femme de ma vie, père d'une petite fille adorable, entouré d'une famille qui nous aime. Sophie m'a appris que le véritable bonheur ne se trouve pas dans ce que possède, mais dans ce qu'on partage. Elle m'a donné l'amour, la famille, l'authenticité que je cherchais sans le savoir. » Sophie, radieuse, tenait leur fille dans ses bras. « L'amour véritable triomphe toujours, dit-elle simplement. Il faut juste avoir le courage de le choisir quand il se présente. » Cette nuit-là, allongés dans leur lit en regardant leur fille dormir dans son berceau, Alexandre et Sophie savaient qu'ils avaient construit quelque chose de précieux et de durable. Leur amour, né dans l'ombre et révélé dans l'éclat d'un scandale, était devenu le fondement d'une famille unie et heureuse qui traverserait les épreuves du temps. Et quelque part dans Paris, dans les salons feutrés de la haute société, on continuait à raconter leur histoire comme un conte de fées moderne, celle d'un homme qui avait eu le courage de renoncer aux conventions pour épouser l'amour de sa vie, et d'une femme qui avait prouvé que la noblesse du cœur valait toutes les noblesses du sang. Car finalement, quand l'amour véritable rencontre le courage de ses convictions, il peut accomplir des miracles et transformer les destins. Alexandre et Sophie Moreau en étaient la preuve vivante, et leur bonheur rayonnait comme un phare d'espoir pour tous ceux qui croient encore au pouvoir rédempteur de l'amour authentique. Chers auditeurs, cette histoire nous enseigne une leçon précieuse sur le pouvoir transformateur de l'amour véritable. Alexandre et Sophie nous montrent qu'il faut parfois du courage pour rompre avec les attentes sociales et choisir ce qui rend vraiment heureux. L'amour authentique ne connaît pas de frontières de classe sociale, de fortune ou de convention. Quand 2 âmes sont faites l'une pour l'autre, aucun obstacle ne peut les séparer définitivement. Cette histoire nous rappelle aussi l'importance de traiter chaque personne avec respect et dignité, peu importe sa position sociale. Céleste a perdu l'homme qu'elle convoitait à cause de sa cruauté, tandis que Sophie a gagné un amour éternel grâce à sa bonté naturelle. Nos actions, nos paroles, notre façon de traiter les autres révèlent qui nous sommes vraiment, bien au-delà des apparences. Enfin, Alexandre et Sophie nous prouvent que le véritable bonheur se construit à 2, dans la sincérité, le respect mutuel et l'amour partagé. Leur histoire nous encourage à ne jamais renoncer à nos rêves d'amour véritable, même quand tout semble nous en éloigner. Merci de m'avoir accompagné dans cette belle histoire d'amour qui triomphe de tous les obstacles. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne
pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires et à partager vos réflexions dans les commentaires. Racontez-nous, croyez-vous que l'amour véritable peut vraiment surmonter toutes les différences sociales? Que cette histoire vous inspire à choisir toujours l'authenticité plutôt que les apparences, et l'amour véritable plutôt que les convenances. Prenez soin de vous, et à très bientôt pour une nouvelle aventure émotionnelle. Que l'amour et le bonheur illuminent vos vies, comme ils ont illuminé celles d'Alexandre et Sophie.